Vous êtes bien sur le plateau de Smart Tech. Ici, on parle de l'innovation, du numérique et on ne fait pas, on n'échappe pas au sujet aussi d'actualité, pas forcément les plus faciles, les sujets de crise. On en parle avec la coach start-up aujourd'hui, Émilie Benayad, en charge de l'accompagnement opérationnel des start-up du portefeuille Serena. Bonjour Émilie. Bonjour Delphine. Donc quand on est face à une crise comme ce qu'on vit en ce moment, et on parle d'un ralentissement aujourd'hui même dans l'écosystème tech français, comment est-ce qu'on doit s'y prendre quand on est face à des décisions aussi importantes que réduire les coûts, voire les effectifs? Bien sûr, effectivement déjà le contexte en ce moment se marque par une tension des marchés, des levées de fonds qui sont plus difficiles, des valorisations qui baissent et donc ça peut donner lieu à des situations où soit la levée de fonds qu'on avait prévue ne se passe pas comme on l'avait prévu. Soit c'est une décision de board proactive de se dire on va réduire la voilure pour s'octroyer plus de temps, peut-être 2-3 ans de liquidité pour laisser passer cette période de crise à venir. Et donc ça, vous le constatez aujourd'hui, on est vraiment dans ce type de réalité? On constate que c'est le démarrage, oui, ouais. Et qu'en tout cas, pour un certain nombre de boîtes, y compris dans notre portefeuille, on le voit en réalité. Alors, quand on est face à ces moments plus difficiles, qu'est-ce qui doit déclencher une prise de décision de réduction des coûts? Le déclenchement, c'est un peu ce que je vous disais, c'est donc soit une décision de board, soit une levée de fonds qui ne se passe pas bien. Et donc, quand on se retrouve dans cette situation, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Je pense que ce qui est important, c'est de ne pas paniquer, c'est de prendre les choses par le bon bout. Et donc, le bon bout, c'est de démarrer par ce que j'appelle définir le plan B. Donc, on était sur une trajectoire, on avait un plan A qui devait amener notre boîte dans une certaine trajectoire. Le contexte fait qu'on doit revoir ce plan et de définir un plan B, qui peut-être va nous amener plutôt à aller vers l'équilibre économique ou à se réduire nos dépenses pour avoir peut-être 3 ans de liquidité devant nous. Et ce plan B, il faut l'avoir quand même un peu prévu avant? Exactement. Ouais. Ce plan B, en fait, il nécessite de se poser dessus et il nécessite de faire des choix stratégiques. Des choix stratégiques, ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, décider de fermer une géographie, décider de concentrer sa stratégie commerciale sur un segment ou sur un secteur en particulier, ou refocaliser son offre sur un produit. En tout cas, il nécessite de faire des choix qui sont souvent motivés par « je reviens à l'essentiel, à ce qui est vital pour ma boîte ». Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, c'est une fois qu'on a fait ça, l'idée, c'est de repartir d'une feuille blanche et pour se dire de quelle équipe j'ai besoin et de quelle dépense minimale j'ai besoin pour servir ce plan B. Et donc, je fais tourner cette hypothèse dans un business plan. Et une fois que ça fonctionne, en fait, c'est ça qui va me permettre de définir quelle est l'équipe dont j'ai besoin de garder, quelles sont les compétences que je dois garder, et donc, par extension, quelle est l'équipe dont je dois me séparer. Mais ce n'est qu'à ce moment-là qu'intervient cette troisième étape, qui est de dire quel est le dispositif légal que je dois choisir, en coordination, bien sûr, avec un avocat en droit social. Qu'est-ce qu'il y a comme type de dispositif légal qui peut s'imposer dans ces moments-là? Tout dépendra du volume, de la nature de la boîte, etc. Mais il y a plein de dispositifs légaux. Il y a évidemment le PSE qui est connu. Il y a, quand on parle de faible volume de départ, des petits licenciements collectifs, moins de 10, qui permettent d'être un dispositif plus allégé. Et il y a aussi des dispositifs un peu plus apaisants socialement, comme la rupture conventionnelle collective. Ouais. Qui permettent notamment de le faire sur la base du volontariat et généralement qui permettent de faire ça dans un climat plus apaisé. Bon, vous pouvez nous donner quelques petits tips comme ça quand même à garder en tête? Bien sûr. Alors, j'ai décidé d'insister sur 5 points qui me paraissent essentiels, sachant que bien sûr il y en a beaucoup d'autres. Le premier point, c'est la préparation. Vous le disiez, on ne se lance pas dans un truc comme ça sans être préparé. Il vaut mieux perdre du temps, investir du temps au démarrage pour après en gagner dans l'efficacité et dans le timing d'implémentation. Donc d'abord, bien penser son projet, pas de panique, quoi. Exactement. Le deuxième point qui est très lié, c'est l'implication et l'exemplarité de l'équipe fondatrice et du management. Qu'est-ce que vous entendez par là? Ça peut paraître évident, mais en fait, c'est un sujet qui est un sujet majeur dans la vie d'une entreprise et qui ne se délègue pas à un DRH ou à un avocat en droit social. C'est un sujet que je pense l'équipe fondatrice doit prendre à bras le corps. Et quand je parle d'exemplarité, ça passe par des mesures un peu symboliques, qui est de dire on se serre la ceinture dans toute la boîte, y compris au plus haut niveau. Et donc peut-être je vais baisser mon salaire en tant que fondateur, je vais limiter mes avantages, supprimer certains avantages, ou peut-être aussi dans mon plan de départ, je vais avoir des départs à tous les niveaux de l'entreprise, y compris dans les niveaux de direction. Ok.
Troisième point sur lequel je voulais insister, c'est la communication et la transparence. La communication, elle doit venir déjà en amont. Il faut absolument éviter l'effet de surprise. Donc, il faut donner des signes de tension en amont et essayer de faire de la pédagogie et expliquer à son équipe ce qui se passe un peu en avance de phase pour pas que ça arrive comme une surprise. Il faut évidemment utiliser le CSE comme un partenaire tout au long de cet exercice. Et puis dans la communication, il faut penser à ceux qui restent. On pense souvent à ceux qui partent, mais pas suffisamment à ceux qui restent. Et c'est eux qui vont reconstruire la boîte de demain. Donc ça, c'est très important. Le quatrième point que je voulais aborder, c'était le fait d'aller chercher des économies partout. En fait, la réduction des effectifs doit être un levier parmi d'autres. Et pour moi, la bonne pratique, c'est de reprendre le business plan, le descendre ligne à ligne et d'aller chercher des économies sur chacune des lignes pour montrer que vraiment, on va chercher des économies partout. Et puis le dernier point, c'était aider à retrouver un job. Maximum. Alors bien sûr, il y a des dispositifs légaux à travers Pôle emploi, etc., qui aident. Mais dans l'écosystème tech, il y a quand même un écosystème qui est très connecté. Il y a eu des belles initiatives. Par exemple, Gorillaz qui a publié une liste ouverte et qui permettait d'avoir accès à tous les talents libres. Donc ça permet d'être un accélérateur. Les fonds aussi. Merci beaucoup, Émilie Benayad. Merci. Oui, beaucoup d'initiatives dans cet écosystème. Et parfois, il y a des moments de crise à partager. Voilà, c'était Smart Tech. On a parlé cybersécurité, annonce Apple, mais aussi gestion de crise, comment réduire la voilure. On se retrouve dès demain pour de nouvelles discussions sur la tech. Bonne journée à tous.